La théorie. Nous avons tous des pouvoirs cachés en nous, mais il n'est pas facile de les exploiter. Des techniques modernes comme la pensée positive et la sophrologie sont déjà des manières d'utiliser nos capacités, mais ce n'est pas suffisant en sorcellerie. Voilà pourquoi les exercices occultes sont très importants pour développer vos pouvoirs psycho-énergétiques. Pratiquer des rituels découverts dans les livres ne suffira jamais, car il faut posséder du pouvoir pour que les rituels fonctionnent vraiment. N'oubliez jamais de pratiquer les exercices et certains rituels régulièrement pour renforcer vos facultés. Le sorcier dispose d'une forte vitalité et de capacités spéciales de concentration, ce qui lui permet d'agir sur la lumière astrale et d'influencer la réalité. Certaines qualités sont indispensables à posséder. La connaissance théorique, la foi, la volonté, la persévérance, l'imagination. En intensifiant son pouvoir intérieur et en libérant ses forces subconscientes, le sorcier apprend à diriger les forces de l'astral et à manifester sa volonté. Les rituels magiques. À la base, le rituel est un acte plus ou moins théâtralisé qui permet de galvaniser votre volonté et de projeter votre énergie vers un but donné. Le rituel permet d'abord de soutenir votre propre concentration et de libérer vos énergies psychiques. Il concrétise votre souhait et le projette sur le monde. Les ordres ésotériques utilisent des rituels codifiés et anciens qui permettent de déclencher automatiquement certaines forces de l'astral. Un rituel qui fut souvent utilisé finit par accumuler une certaine force. Plus le rituel est mis en œuvre, plus il accumule des forces et devient tel une arme chargée, un programme. Ce principe d'accumulation de force est ce qu'on appelle un encours, un rituel qui agit automatiquement parce qu'il est chargé. Ces rites nécessitent peu de connaissances. Vous pouvez créer vos propres rituels qui serviront souvent, en symbolisant des idées, des buts, par des gestes et des actions de votre choix. Certains sorciers préfèrent toujours innover et adapter leurs rituels au cas par cas. Dans ce cas, tout est misé sur la galvanisation de l'esprit et l'explosion d'énergies émotionnelles pendant un rite intense en implication. Pour le débutant, les chandelles et les encens servent surtout à les plonger dans une ambiance qui va faire vibrer leur esprit. Épées, couteaux rituels et autres ustensiles deviennent alors des symboles de volonté, des objets pour canaliser l'énergie psychique du sorcier. Malgré cela, il faut savoir qu'à force d'utilisation, les objets s'imprègnent d'une énergie concrète. Une épée toujours utilisée pour exorciser finira par avoir une aura exorcisante. Elle deviendra un objet magique. Lorsque le pratiquant gagne une connaissance plus pointue, il choisit aussi ses ustensiles de façon plus pointue. Ainsi, il ne néglige pas l'influence spéciale d'un encens ou la configuration planétaire pour mettre toutes les chances de son côté. C'est parce qu'il est devenu assez sensible aux énergies et rigoureux dans sa méthode pour s'attacher à ces détails. Pour d'autres, le rituel sera de moins en moins théâtral. Les outils seront progressivement bannis pour laisser place à des exercices uniquement basés sur la visualisation, la concentration et parfois quelques formules ou mantras. Ceci est efficace, mais diminue parfois les chances de réussite conférées par le soutien d'actes qui matérialisent la volonté au travers d'objets ou de gestes symboliques plus complexes. Le choc en retour, le karma. Le fameux retour de bâton est en fait un principe simple qui est celui du karma. Toute action entraîne une réaction. Si votre énergie dégage des influences négatives, vous serez en harmonie avec le négatif, et celui-ci risque d'affluer vers vous par la suite. Soyez certain que vos actions physiques et vos intentions psychiques, qui sont des actes sur les plans invisibles, vous donnent une certaine vibration et entraînent des réactions qui vont un jour revenir vers vous d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas une question de morale, mais une question d'énergie et de vibration. Il faut toujours peser le pour et le contre de vos actions et prévoir des manières de vous protéger des conséquences de vos actes magiques. Plan et corps subtil. L'occultisme part du principe qu'il existe plusieurs plans d'existence qui correspondent à divers niveaux de vibration. Ainsi, le plan physique
et le niveau vibratoire le plus lent et le plus dense, alors que le plan astral et le plan mental sont invisibles pour qui n'a pas des pouvoirs de voyance. Ces subdivisions en divers plans ne doivent pas nous induire en erreur et nous faire croire à des mondes séparés de façon nette. En vérité, le monde est simplement classifié selon le niveau de subtilité et de vibration qui caractérise chacun des plans d'existence. Nous allons donc présenter ces niveaux de façon simple, en guise de base. Le plan physique. Le plan physique est celui qui est abordé par nos 5 sens au quotidien. Nous y trouvons le solide, le liquide et le gazeux. Il nous suffit de nous instruire et d'observer la nature pour aborder ce monde physique. Aussi, le sorcier ne négligera pas son propre corps physique et veillera à conserver souplesse et force pour mener à bien sa quête de pouvoir. Le plan éthérique. Le niveau éthérique est constitué d'énergie vitale. C'est le fluide vital qui permet aux créatures d'être vivantes. Le corps éthérique d'un humain est étroitement lié à son corps physique. Plus la santé et la vitalité sont optimales, plus le corps éthérique est puissant. Il arrive qu'on puisse voir ce niveau d'énergie en observant une légère aura bleutée très proche du corps physique des gens, lorsqu'ils sont devant un fond de couleur uni. Le plan astral. Le plan astral est un plan où la notion de temps est distendue et où l'espace acquiert des propriétés étranges. Le plan astral contient des impressions du passé, du présent et du futur, des potentialités. C'est le niveau psychique, du rêve, du désir, des peurs et des fantasmes. Sur ce plan résident les défunts encore attachés au monde matériel, ainsi que diverses entités comme des esprits de la nature, des entités forces, anges et démons mineurs, ou des larves astrales, créatures issues de l'inconscient humain et l'encourageant à céder à ses désirs dans le but de se nourrir de la force ainsi utilisée. C'est le plan de la sorcellerie, où l'émotion et le désir véhiculent des forces subconscientes. Le sorcier manipule la lumière astrale pour influencer la réalité tangible. C'est aussi parce que dans ce plan, nous pouvons apercevoir des clichés d'un futur en passe de se manifester physiquement, que ce plan est relié au phénomène de voyance. Le rayonnement coloré du corps astral constitue l'aura, qui est une émanation ovoïde de notre corps psychique. Certains voyants et magiciens sont capables de percevoir les couleurs de l'aura et de comprendre les émotions et l'état de santé de la personne observée. La part négative et obscure du corps astral est appelée ombre ou démon personnel. Ce démon personnel est utilisé en magie noire et devient la base du corps de lumière noire. Le sorcier accompli est capable de séparer son corps astral de son corps physique pour agir dans des lieux éloignés. C'est ce qu'on appelle voyage astral. Le plan mental. Le plan mental est moins coloré et fantasque que le plan astral. C'est le plan de l'intellect pur, où les notions d'espace et de temps n'ont pas d'effet. Sur ce plan résident des défunts en phase de spiritualisation, ainsi que des entités moins proches des plans terrestres. Ce plan est parfois désigné comme celui du magicien, qui utilise de façon consciente ce plan pour exercer un effet par répercussion sur les plans astraux puis physiques. Sur ce plan se trouvent aussi des intelligences planétaires, des anges ou des démons de rang supérieur. Le corps mental est le fantôme concret de notre intellect. Nous avons donc tout un corps subtil de constitution mentale qui n'est pas soumis au temps et à l'espace. Il est possible de projeter uniquement ce corps pour effectuer un voyage mental et percevoir à grande distance. Si au début le voyage mental est imaginaire, il devient possible de percevoir le monde de façon réelle, avec de l'entraînement. Le plan spirituel. Sans approfondir ce sujet, nous pouvons définir le plan spirituel ou divin comme un point de repère pour garder en mémoire
qu'il existe des niveaux de subtilité et de spiritualité au-delà du mental, de l'intellect et des affects. C'est le plan de l'éternité et de la divinité source. C'est le monde de l'âme. La connaissance de ce plan et sa recherche revient généralement aux mystiques. Les théories sur ce plan d'existence sont nombreuses et varient selon les cultures et les religions. Mais ce n'est pas une question fondamentale lorsqu'on débute dans l'exercice de la sorcellerie. Exudragon. Les chakras, centres de force. Dans la tradition tantrique, les chakras sont nos centres de force vitale et de conscience. Ils ont pour fonction de recevoir, assimiler et distribuer les forces subtiles à notre corps. Ce sont des émetteurs et des récepteurs d'énergie et d'information. Ils gouvernent donc la structure et l'activité du corps psychique, astral, de l'énergie vitale et de nos états de conscience. Le sorcier effectue un travail sur lui-même qui va développer ses différents centres de force et lui permettre d'activer certains pouvoirs occultes, siddhis. Certains chakras secondaires sont assez importants en occultisme, comme les chakras au centre des pieds et des mains. Le schéma suivant illustre les 7 chakras majeurs. Nous vous laissons le soin de faire vos propres recherches sur les diverses fonctions de ces centres d'énergie, de sorte à ne pas trop alourdir cette section du site. La Kundalini. La Kundalini est une puissance colossale enfouie dans Muladhara, le chakra racine. La tradition représente la Kundalini comme un serpent de feu endormi à la base de la colonne vertébrale. Si ce feu serpent s'éveille et monte jusqu'au cerveau, il ouvre pleinement les chakras sur son passage en montant dans la colonne vertébrale et conduit à la perfection énergétique. De grands pouvoirs sont ainsi obtenus. À chaque fois qu'un homme utilise des pouvoirs paranormaux ou des capacités hors du commun, nous pouvons dire que des fragments de la Kundalini passent au travers de certains de ces canaux d'énergie et activent des zones de l'organisme ou du cerveau, et par conséquent, certains chakras particuliers. La science de l'éveil de la Kundalini est liée au yoga et au tantrisme. Il est courant que les magiciens et les sorciers occidentaux utilisent ces disciplines ou s'en inspirent pour stimuler le pouvoir de la Kundalini. L'éveil de la Kundalini peut être dangereux physiquement et mentalement si l'adepte n'est pas correctement préparé, ce qui explique la grande prudence des maîtres de l'Inde. Généralement, le sorcier stimulera ses chakras et ses pouvoirs occultes pour préparer le terrain et stimuler progressivement le feu serpent. L'éveil total de la Kundalini se produira alors par répercussion du travail sur l'énergie. L'éveil des chakras et des potentialités énergétiques. Un bon équilibre physique et mental constitue un bon moyen de permettre à nos énergies de circuler harmonieusement. Mais pour aller plus loin, et en particulier dans le domaine de l'ésotérisme, il convient d'avoir une approche plus pointue. Il existe 3 approches principales dans l'épanouissement de nos centres d'énergie. La méthode directe ou mystique. Elle consiste à stimuler directement les chakras par diverses techniques issues principalement du yoga et des méthodes tantriques, aussi parfois utilisées en magie. La méthode comportementale ou théosophique. Elle s'articule autour d'une régulation par notre propre comportement. L'éveil au don, au partage et au sentiment sera un stimulant pour le chakra du cœur. La conscience corporelle et la bonne relation à la terre favoriseront l'éveil du chakra racine, et ainsi de suite. La méthode par résonance ou magique. Le travail de divers exercices occultes dans le but d'acquérir des pouvoirs psychiques va aussi stimuler les divers chakras en liaison avec ses capacités. Par exemple, l'exercice de la voyance et de la visualisation sera un stimulant pour le 3e œil. Exercice d'éveil des chakras. La respiration des chakras. Cet exercice vise à faire circuler volontairement l'énergie dans les chakras et ainsi de se rendre plus sensible à leur perception. Dans une posture confortable, assis ou allongé, le pratiquant se concentrera sur le chakra de son choix et imaginera qu'il respire par ce centre. Il faudra bien ressentir ce mouvement de l'énergie vitale et de l'air qui entre dans le chakra sur l'inspiration
et en ressort sur l'expiration. Il est recommandé d'imaginer cette énergie comme une lumière blanche ou dorée, extraite de l'énergie vitale présente dans l'air ambiant. Il faut ainsi respirer par le chakra pendant 3 à 10 minutes. Pour conclure, cessez de vous concentrer et essayez simplement de ressentir le chakra stimulé. L'important de l'exercice, c'est de réussir à ressentir le centre à force de l'avoir sollicité volontairement. Par la suite, le sorcier pourra accumuler l'énergie dans les chakras et ainsi développer ses pouvoirs occultes ou provoquer certains effets précis dans sa conscience. Encore une fois, je recommande au lecteur de faire des recherches plus profondes lorsqu'il aura maîtrisé les éléments de cette page du site. L'ouverture du troisième œil, Ajna Chakra. L'ouverture du troisième œil permet d'éveiller Kundalini sans danger. L'exercice stimule aussi vos pouvoirs de voyance et de télépathie. Allumez un encens léger sur votre autel, puis entrez en posture assise de méditation. Le dos droit, les épaules détendues, votre posture est ferme et confortable. Au départ, il s'agit de focaliser l'attention sur le troisième œil ou l'extrémité du nez. Il faut savoir que ces 2 points de concentration peuvent stimuler l'énergie Kundalini. Nous allons utiliser cette dernière pour participer à l'éveil du troisième œil. Pendant cette concentration, il faut alternativement contracter et relâcher le périnée en douceur. Il faut continuer à se focaliser sur le troisième œil ou le bout du nez, tout en ajustant la respiration aux contractions rythmiques du périnée. Il faut contracter à l'inspire et décontracter à l'expire. Il faut continuer jusqu'à ressentir une chaleur significative au chakra racine. Une 50aine de ces respirations sont généralement suffisantes. La deuxième phase consiste uniquement à se focaliser sur le troisième œil en imaginant que sur l'inspiration, toute la force vitale de l'univers se concentre dans le troisième œil et qu'à l'expiration, toute cette force est renvoyée dans l'univers par le centre du front. À chaque inspire et à chaque expire, on fait résonner le mantra racine « Om » dans le cerveau et dans tout l'univers, mentalement. Il n'est pas interdit de le dire à voix haute aussi. Terminez par quelques respirations profondes et basses, ventrales. Méditation Kundalini. Le sorcier s'installe dans une posture ferme et confortable. Il est assis, le dos droit. Imaginez et ressentez un serpent de feu endormi dans votre coccyx. Respirez lentement et profondément. À chaque inspiration, le feu Kundalini situé en bas de votre dos commence à devenir plus chaud et rougeoyant, comme des braises sur lesquelles on souffle pour les attiser. Passez à la suite quand la chaleur se fait bien ressentir. Imaginez maintenant cette chaleur, ce serpent de feu, qui monte lentement à l'intérieur de votre colonne vertébrale. Refaire ce trajet en imagination, plusieurs fois et lentement. Vous pouvez aider la montée d'énergie en vibrant le mantra Lam Vam Ram Yam Ham Om. Chacun de ces vocables stimule un des chakras, du Muladhara jusqu'à Ajna. Intériorisez bien chaque vocable dans le chakra correspondant. Terminez la méditation Kundalini en contractant et décontractant les muscles du périnée, un petit nombre de fois. 3 ou 4 fois suffisent. Cet exercice ne va pas éveiller votre Kundalini du jour au lendemain, mais c'est une stimulation, une préparation qui va vous habituer à l'afflux de puissance dans vos nerfs et dans tous vos chakras. Soyez prudent et n'abusez pas de l'exercice en cas de malaise. Exu Dragon.